pense qu'aujourd'hui, être une femme, c'est plus aussi compliqué qu'on veut le dire. Il y a eu beaucoup de progrès. Si t'as les mêmes capacités qu'un homme, t'es capable de t'en sortir. Je me dis pas que je vais avoir un problème parce que je suis une fille dans ma vie future, par rapport à mon salaire ou par rapport à ma place. Je me vois pas du tout femme au foyer, donc non, je pense pas que ça serait un handicap, c'est sûr que je vais avoir des enfants. Même si je dois voyager à l'étranger, il gardera mes enfants, Évoluer professionnellement tout en étant maman, je pense que ça posera aucun problème. Les années qui viennent, je pense passer mon master. Mon but, ça serait de devenir volcanologue. Comment je me vois plus tard? Oui, maman et chercheuse. Pour elles, c'est tout simple, on y est. Elles vont à l'école, elles travaillent, elles se marient si elles le veulent, elles ont des enfants quand elles le souhaitent. Que l'on soit homme ou femme, les chances sont les mêmes pour tous. La parité est là. Aujourd'hui, c'est comme si c'était une affaire classée. Le problème clé, c'est la mauvaise vision qu'on a des choses. C'est l'idée qu'on y est presque arrivé, donc il n'y a plus besoin d'efforts. C'est là qu'est la clé. Dans les têtes, dans la loi, c'est l'égalité. Dans la pratique, ça coince. Leur journée, leur salaire, leur carrière ne sont pas les mêmes que ceux des hommes. Ça a plus évolué dans les têtes que dans la réalité concrète. Partout dans la ville, dans les magazines, les corps des femmes s'exhibent. Soyez sexy et performantes. Partout, c'est un ordre. Mais la réalité de ce que vivent les femmes est invisible. Sommées de faire avec, elles courent et s'essoufflent. Bienvenue dans la vraie vie des femmes. Où sont-elles toutes ces femmes qui sont diplômées, qui sortent des grandes écoles, qui ont fait des études, qui ont bac+3, bac+5, bac+8? Où est-ce qu'on les retrouve sur le marché du travail? On se demande où elles sont. Elles ont disparu, elles sont... Bon. Alors, avis de recherche, les femmes vont à l'école et y réussissent mieux que les hommes. Elles représentent 60% des diplômés, mais une fois sur le marché du travail, elles s'évaporent. Pourtant, elles sont beaucoup plus nombreuses à travailler. 6 millions au début des années 60, 13 millions aujourd'hui de femmes actives. Mais elles accèdent peu aux responsabilités. Où sont passées les femmes diplômées ? Vous avez des taux d'éducation féminin qui ne cessent de monter. C'est quand même un des points très, très frappants. Quand on prend une perspective un petit peu longue, les deux très frappants, c'est la montée des taux d'activité féminin et la montée des taux d'éducation féminin. Aujourd'hui, les femmes font plus d'années d'études que les hommes. Elles réussissent mieux à toutes les étapes du cursus scolaire. Il y a une date importante qui devrait être célébrée nationalement, car c'est un moment historique extrêmement fort. C'est l'année où il y a eu pour la première fois autant de bachelières que de bacheliers. Et cette année-là, c'est l'année 1971. C'est une date fondamentale parce que ça marque, si vous voulez, l'évolution sur le très long terme d'une poussée considérable de la scolarisation des filles qui ont été, pendant des siècles et même des millénaires, exclus de l'éducation. Dans les années 70, toutes les grandes écoles s'ouvrent aux femmes. Polytechniciennes, diplômées d'HEC, elles rentrent sur le marché du travail. Mais alors, comment se déroule leur carrière ? Les femmes sont un tiers des cadres, mais seulement 17% des cadres dirigeants, souvent en charge de la communication ou des ressources humaines. L'État montre le mauvais exemple au conseil d'administration de la SNCF, une seule femme. Dans les conseils d'administration des plus grandes entreprises de France, les femmes sont à peine 10%. C'est un chiffre qui reste faible, et surtout, deuxième chose, c'est un chiffre qui a très peu évolué ces dernières années. Donc, parce qu'un des arguments, c'est ça évoluera avec le temps, laissons le temps au temps. Et en fait, depuis 10 ans, ce chiffre évolue très peu. Les dirigeantes sont peu nombreuses et elles sont moins bien payées. Après 30 ans de carrière, la différence de salaire peut atteindre 35%. Paradoxe français, les femmes sont très diplômées, mais la société n'en profite pas et les rémunère moins. En matière d'inégalité salariale, la France, mauvais élève, se classe à la 116e place. Je pense que si un Martien débarquait dans notre pays, il trouverait qu'il y a un gaspillage fantastique.
Il y a des filles, par exemple, alors qu'on voit peut-être pas forcément tant qu'on est à l'école, mais qu'on voit dans les premières années de vie active. Prenez par exemple les polytechniciennes. Elles ont une formation très chère pour l'État d'ailleurs, très dure pour elles. Eh bien, quand on regarde 5 ans après leur insertion, elles ont des carrières beaucoup moins rémunératrices et intéressantes. Elles travaillent moins que les polytechniciens. C'est un gaspillage. Pourquoi on a mis tant d'argent là-dedans? Certaines ne travaillent pas. C'est horrible ça pour l'État. Vous vous rendez compte l'argent qu'on a mis? Donc je pense qu'il y a un gaspillage dans le fait de restreindre les possibilités des jeunes sur la seule base de leur sexe. On dit toujours que les managers sont rationnels, que c'est des choix économiques. Quand on a 60% des diplômés qui sont féminins, est-ce qu'on peut encore longtemps dire qu'on recrute et promeut que les meilleurs si on recrute et promeut 80% d'hommes? Comment créer plus de mixité dans les équipes dirigeantes? La question fait débat. Pas ici, en Norvège. Anniken Huitfeldt, ministre norvégienne de l'égalité, a décidé d'en passer par la loi. En 2003, le Parlement a voté une loi donc qui oblige les entreprises cotées en bourse à féminiser leur conseil d'administration. La loi stipule qu'il doit y avoir 40% de femmes dans les conseils d'administration des entreprises. Sinon, l'entreprise est dissoute. On a proposé cette loi parce qu'on a réalisé qu'il y avait tellement de femmes qui avaient fait des études brillantes, qui sortaient de l'université, des écoles de commerce, mais qui n'arrivaient pas à progresser dans leur carrière. Parce que la compétence n'est pas un critère neutre. Les hommes ont tendance à recruter des hommes. Les gens embauchent des gens qui pensent de la même façon. On a remarqué que l'entreprise n'arrivait pas à donner leur chance aux femmes diplômées. Ça n'est pas seulement une question sociale, c'est une question d'utiliser et de mobiliser les talents. Lorsque des femmes sont dans les conseils d'administration, il y a une autre façon de voir la vie de l'entreprise. Vous regardez l'exemple de la Norvège, où aujourd'hui on a 40% de femmes, et même les chefs d'entreprise disent que les conseils d'administration se passent différemment. Marie-Jo Zimmermann vient de déposer en France le même projet de loi. Va-t-il être inscrit au calendrier parlementaire? Aucune chance, trop en avance sur son temps, a décrété Brice Hortefeux, ministre du Travail. Donc à ce rythme, si rien n'est fait, la parité dans les conseils d'administration en France devrait finir par arriver, autour de 2060. Ce qui fait progresser dans l'entreprise, partout, c'est d'occuper des responsabilités, de diriger des gens. C'est pas d'être un expert génial. Il faut diriger des équipes et des gens et être visible. Et ça, c'est presque toujours des garçons qui sont favorisés, qu'on soit dans la recherche, qu'on soit dans l'entreprise, partout. Et puis ensuite, ce mécanisme-là continue. Et alors, dans les postes très élevés, évidemment, c'est encore pire. Là, ça devient un petit cénacle, c'est de la cooptation totale. C'est plus du tout les critères objectifs du mérite, de l'excellence, etc. Et donc, les femmes, là, ont vraiment très peu de chance, sauf si elles sont soutenues par d'autres hommes qui les trouvent très bien et qui les soutiennent, ou qu'elles ont une ambition folle. Enfin, il y a des femmes, bien entendu, qui percent le plafond de verre. L'état de patronne, c'est un mot qui m'amuse beaucoup, patronne d'ailleurs, parce que je pense que dans la mythologie française, il est aussi un tout petit peu péjoratif. Ça me permet peut-être de me sentir un peu plus à l'aise quand je dis dirigeante ou vice-présidente, qui me coûte encore un tout petit peu cher en égo, pas encore complètement assumé. Petite, ses parents la surnomment l'encyclopédie. Armelle Carminati-Rabas, en chaîne centrale et une université américaine. Elle est aujourd'hui vice-présidente de la filiale française d'Accenture, leader mondial du conseil en stratégie. Une fois au top, elle prend conscience que les femmes y sont rares. Alors elle crée le réseau Accent sur elle. Il s'agit de redonner confiance aux femmes qui, vers la trentaine, sont tentées de baisser les bras. Sur la durée, plus les promesses se multiplient à des gens différents, un patron, une équipe, des pays, un enfant, des enfants, un mari, je me suis arrêtée là. À ce moment-là, pour tenir toutes ces promesses à la fois, on ne peut plus être parfaite tous les jours, tous les ans, toute la vie. Ça n'est plus possible. Il faut arriver à vivre avec un choix, se dire qu'on va être excellente sur un sujet un jour, qu'on ne sera pas à la hauteur sur d'autres sujets, mais le faire savoir pour ne jamais décevoir. Pas quitter le matin la maison en disant à tout le monde « je fais ce que je peux pour rentrer ce soir » quand on sait très bien qu'on a une réunion super importante, super excitante qui démarre à 17h.
et qu'on y consacrera le temps qu'il faut parce que c'est là qu'on a envie d'être. Et donc pas faire la fausse promesse sentimentale du matin en laissant tout le monde en suspens derrière soi sur le fait qu'on sera peut-être là s'il compte pour nous. Et arriver à faire ces choix clairs et sans remords et sans regard en arrière, ça demande un petit peu de temps, mais c'est la seule ligne de survie possible, je pense, quand on veut remplir sa vie de multiples choses. Votre chef est une femme, vous allez vous y faire, promet le magazine Capital. Il a fallu que je m'habitue à ces corrections au stylo rouge. J'ai vite compris que j'avais intérêt à caler mon agenda sur le sien. Quand elles accèdent aux responsabilités, les femmes restent ces êtres étranges dont il faut à tout prix décrypter les comportements. Un homme manager est vu en tant que manager. Une femme manager est vue en tant que femme. Donc je crois que c'est toute la différence. Une fois qu'on a dit ça, on a à peu près tout dit sur le sujet. Et je crois que ces représentations ont la vie dure. Parce qu'en fait, ce dont on a besoin sur ce sujet, ce sont des évolutions de comportement individuels. Avoir de l'ambition, se dire et le dire, c'est pas très convenable pour une fille. C'est pas comme ça qu'on élève nos filles. J'essaie de les élever autrement, mais je me rends compte à tous les instants, depuis des années, que nos modèles éducatifs n'encouragent pas les petites filles à être ambitieuses. C'est pas très joli, c'est pas très convenable. Elles sont mieux à leur place quand elles sont dans la docilité, dans le service. Pour arriver à tenir une carrière professionnelle sur lequel on se donne du plaisir, sur lequel on obtienne de la liberté, de l'autorité, il faut avoir à un moment donné le courage de se regarder en face et de se dire et de dire aux autres « oui, je veux le pouvoir, oui, j'ai de l'ambition, c'est pas une chose aussi sale que ça, c'est quelque chose qui est tout à fait honnête et j'en ai besoin, c'est mon adrénaline, c'est mon kérosène, c'est ma façon d'avancer. » Le paradoxe français, c'est qu'il y a une manne de talents féminins prêts à l'emploi, expérimentés, qui sont dans les entreprises, qui, les femmes françaises, exceptionnellement par rapport au reste du monde, travaillent dans leur vaste majorité à plein temps, sans beaucoup s'arrêter pour les enfants. Et tout ce talent, toute cette manne de richesse économique est sous-exploitée par les entreprises françaises. Donc, ils continuent sur les vieilles rails, avec les vieux réseaux, des réseaux très masculins. Pourtant, les femmes, quelques-unes en tout cas, sont là et bien là. Comment apparaissent-elles? Comment sont-elles visibles? Quels mots emploie-t-on pour parler d'elles? Brigitte Grésy, avec la commission Reiser, a analysé l'image des femmes dans les médias afin d'y débusquer les idées reçues, les stéréotypes. Les stéréotypes, c'est la chose la pire qui existe. C'est le non-dit, c'est ce qui se glisse dans l'interstice, c'est ce que seule une analyse de signes peut débusquer. Et c'est ce qui fait le plus de mal, parce que ça invite à la répétition de schémas ancestraux. Invisibles au premier coup d'œil, décryptons les mots. Comment les femmes sont-elles nommées? Tiens, Ségolène et Martine ont perdu leur nom de famille. Monsieur le directeur reste monsieur le directeur, mais Rachida Dati devient le joyau du gouvernement. Les femmes sont-elles présentées avec leurs fonctions ou évoquées comme de simples figurantes? Sont-elles là comme témoins, expertes, victimes? Une équipe de chercheuses en sémiolinguistique a analysé pendant toute la journée du 15 mai 2008 la radio, la presse, la publicité et les journaux télévisés. Notre rapport, ça a consisté à donner les lunettes, des lunettes pour débusquer les choses, pour lire les signes, pour essayer de casser cette soi-disant neutralité et de montrer que derrière cette neutralité, il y avait en fait des stéréotypes et il y avait en fait une inégalité de représentation. On a l'impression que le monde demeure clivé entre les hommes qui appartiennent au monde des acteurs, de ceux qui ont prise sur le monde. Chaque fois, dans les nouvelles, chaque fois qu'il y a une pointe d'humour, une pointe de distance, un jugement d'autorité, une vision surplombante du monde en quelque sorte, eh bien on trouve un homme. C'est une grande énigme. Il y a un mécontentement qui est en train de monter, on le sent très bien. Et c'est là qu'il y a problème. Aucun personnel non qualifié aujourd'hui. C'est le premier semestre qui a été fortement révisé à la hausse. Les dégâts n'affectent que la surface du barrage. Il y a des fissures.
Et chaque fois qu'on a affaire à l'émotion, à une vision proche de l'oikos, du foyer, très souvent, c'est une femme. Les grands-parents sont pas disponibles, ça m'arrange. Donc moi j'en ai un qui a classe et l'autre il n'a pas classe, donc il va aller chez sa nounou. On sait qu'elle n'a rien de génétique, donc si elle a rien de génétique, pourquoi est-elle comme ça? C'est moi demain, voilà. Regardez, on n'a plus rien. Jusqu'au bout, elles avaient gardé l'espoir de la retrouver vivante. Très remarquée aujourd'hui à Cannes, la belle Angelina Jolie, très enceinte. Le danger, il est encore plus grave. C'est que cette dichotomie homme-femme est masquée. C'est-à-dire que les femmes sont présentées non plus comme avant, comme les femmes au foyer, mais sont présentées comme les petites reines du système D. Celles qui font tout. Mais qui font tout comme par magie, comme par miracle. Sans que soient nommés les freins, sans que soient nommés les blocages. Et pire encore, avec l'impression et l'intuition qu'on leur dit « Mais vous voyez, vous travaillez, vous êtes là, que demandez-vous de plus ?» À la tête des entreprises comme à la tête des États, les femmes sont rares. Pendant longtemps, la seule femme admise, c'est une allégorie. C'est Marianne. Dans la réalité, ce sont les hommes qui sont au pouvoir. Il a fallu la loi instituant la parité pour que le nombre de députées femmes commence à décoller. 18% de femmes à l'Assemblée nationale, un député sur 5. On est encore loin de la parité. La question souvent posée, c'est les femmes politiques font-elles de la politique autrement? Sont-elles des hommes politiques comme les autres? En termes de légitimité, il faut qu'elles justifient le fait d'être là, d'être actrice politique par le fait d'apporter autre chose, d'apporter un plus, une plus-value. Je trouve qu'il y a danger à croire que la féminité doit être une ressource en politique ou est une ressource en politique. Il y a danger à faire un casting électoral, ce qui se fait, puisqu'ils sont obligés, les têtes de liste, de mettre des femmes dans leur liste à parité. Donc ils prennent des femmes différentes, c'est-à-dire elles sont différentes parce qu'elles sont femmes, mais elles doivent aussi représenter les autres différences, les différences d'origine, voire peu de différences de classe sociale, mais différences d'âge, voilà. Donc espérons que bientôt on ne posera plus ce genre de questions et on ne regardera plus les femmes politiques autrement que comme des hommes politiques. Les hommes politiques appellent peu de commentaires. Les femmes, en revanche, c'est autre chose. Ségolène Royal, candidate aux élections présidentielles, a suscité dans son camp toutes sortes de remarques inoubliables. Mais qui va garder les enfants? La présidentielle, ça n'est pas un concours de beauté. En politique, les femmes ne peuvent jamais avoir le corps qu'il faut. Elles sont toujours trop ceci ou pas assez cela. Autrement dit, on va trop remarquer leur féminité ou pas assez. On va trouver qu'elles sont trop jolies ou pas assez. Au fond, on a du mal à se représenter que les femmes ont leur place tout naturellement dans la représentation politique. Ça ne paraît pas naturel. La question de ce qui paraît naturel et de ce qui ne paraît pas naturel, c'est bien ça, la question de la norme. Les normes, c'est ce qui nous paraît naturel. Et donc, d'un seul coup, on remarque que les femmes, quand même, c'est bizarre. Vous avez vu comment elles s'habillent, vous avez vu comment elles se coiffent, vous avez vu, etc. On passe beaucoup moins de temps à commenter les cravates, à commenter les pantalons. Il y aurait pourtant beaucoup à dire sur tous ces sujets passionnants, mais malheureusement, on n'attache pas assez d'importance aux pantalons, aux vestes, aux chemises et aux cravates des hommes politiques. En faveur du développement territorial, politique de l'aide à l'équipement communal. Là, on amène un peu plus de 725 000 € pour un certain nombre de programmes qui sont donc cités en dessous cette indication. Les hommes gèrent le monde. Les femmes, elles, gèrent leurs agendas. Bonnes épouses, bonnes professionnelles, bonnes mères et bien sûr avec le corps qu'il faut. Tiraillées, les femmes courent pour tout concilier, pour assurer dans tous les domaines. 82% des femmes travaillent, mais quand elles rentrent à la maison, c'est encore elles qui s'occupent des courses, du ménage et des devoirs des enfants. Je dis que les femmes souffrent d'un syndrome du post-it mental. Elles ont des petits post-it partout, sur toutes les petites choses simples,
qui font qu'un enfant va bien et qu'on prend bien soin de lui et qui ne sont pas assumées par d'autres qu'elles. J'ai été frappée dans mes enquêtes, même chez les femmes qualifiées, de ce qu'on appelle la norme maternelle. C'est-à-dire l'idée que même si on reconnaît que les femmes peuvent travailler, etc., elles doivent s'occuper du bien-être des enfants. Matériel, psychique, donc c'est même si elles sont pas à garder l'enfant, c'est elles qui téléphonent pour savoir si la nounou est là, il faut l'amener chez le médecin parce qu'il est malade, c'est elles qui vont s'en occuper. Il a un problème à l'école, n'importe quoi, et qu'il a besoin d'être consolé, il téléphone à sa maman. Tout ce travail émotionnel, tout ce travail psychologique, il est assuré par les mères. Le travail parental, les tâches domestiques, c'est encore et toujours une affaire de femmes. En 1974, elles prenaient en charge 75,2% du travail domestique. Aujourd'hui, elles en assurent toujours les 2/3. Si la charge diminue, c'est grâce aux aides extérieures, femmes de ménage, appareils ménagers et surgelés. Ce phénomène qui résiste est disséqué par les sociologues et même étudié au lycée. Stéphanie Acciardo, professeure de sciences économiques et sociales à Cambrai, décrypte avec sa classe de seconde ce travail invisible, ni vu, ni reconnu, ni rémunéré. Les femmes prennent en charge les tâches les moins valorisées. Et les hommes, ceux qui se voient et ceux qui durent. Alors à votre avis, dans les couples d'aujourd'hui, est-ce qu'il existe une égalité dans la répartition des tâches domestiques ? C'est souvent les filles qui aident leur mère pour faire la vaisselle, le lavage. Est-ce qu'il y a des tâches qui sont plutôt féminines et d'autres qui sont plutôt masculines ? Le ménage, c'est plutôt pour les femmes. Ouais. Pour moi, la cuisine, c'est plutôt pour les femmes, mais par exemple, jardinage, tout ce qui est dehors, bricolage, tout ça, c'est plutôt pour les hommes. D'accord, les activités d'extérieur sont plutôt masculines. Voilà. C'est pas forcément le père qui doit emmener le garçon au foot et la mère qui fait à manger. Enfin, faut tout le monde. Le père peut faire à manger. Enfin, il n'y en est pas dispensé. Et les garçons, alors comment est-ce que vous l'envisagez ? Est-ce que toi, tu envisages de participer à égalité aux tâches domestiques avec ta future épouse ou est-ce que... Quand même. Moi, je peux peut-être laver la cuisine. Mais... Moi, ça me dérangerait pas de tenir mon ménage. D'accord. Enfin, je trouverais ça normal vu que dans la situation actuelle, mes parents, c'est comme ça. Donc, pour moi, c'est normal. D'accord, donc tu aurais plutôt tendance à reproduire la répartition des tâches comme dans ta famille. Ouais. Je pense que ça fait plusieurs décennies que les femmes ils disent ouais, plus tard je me laisserai pas faire, les hommes ils feront pareil que nous, le même nombre de tâches domestiques. Et on peut constater que c'est toujours pareil. Les femmes font plus de tâches domestiques que les hommes. Alors ça, c'est ce qu'on va essayer de vérifier tout à l'heure, mais la question qui se pose, c'est est-ce que toi, dans ton futur couple, ce sera toujours pareil ou est-ce que toi, tu auras une attitude différente ? On verra plus tard. Je sais pas. C'est une des constatations les plus déprimantes de la sociologie que le progrès du travail domestique masculin se chiffre en minutes sur plus d'une décennie. Donc, on voit bien que les choses ne changent pas dans ce domaine-là. Le linge, c'est pas que j'aime pas, c'est que je suis honnêtement incompétent pour gérer le linge. Donc madame le fait beaucoup mieux que moi. L'inertie joue pour le garçon. C'est-à-dire que le garçon, le principe, c'est que les chaussettes sales qui traînent, les trucs pas super bien repassés ou pas super bien pliés dans l'armoire, etc., au fond, ça ne le dérange pas. C'est pas grave. La fille, quoi qu'elle en dise, ça la contrarie. Moi, ça me fait flipper toutes ces engueulades pour la paire de chaussettes qui traînent. Pour ce qui est de mon mari ou mon compagnon à la maison, les tâches ménagères, j'aimerais que ce soit partagé, quoi. Quand je prends par exemple le fer à repasser, elle me le retire des mains pour repasser. Donc non, c'est moi qui vais le faire, j'aime bien le faire. Bon. Donc voilà. LG électroménager, un petit pas pour l'homme, un bond pour sa femme. Toucher le linge, par exemple, elle ne touche pas comme touchent les hommes. Par exemple, la plupart des femmes trient le linge avant de faire du lavage. Les hommes, ils peuvent laver,
Le linge, d'ailleurs, ils sont beaucoup plus à l'aise dès qu'il y a des machines. Ils vont s'introduire dans des univers plus féminins par l'intermédiaire des machines. Et ils vont utiliser le lave-linge de manière simple et efficace. Ils mettent tout dedans, même éventuellement dans les jeunes couples, les baskets avec les chemises. Si on prend cet exemple, beaucoup de femmes qui voient ça, de jeunes femmes, vont être troublées de l'intérieur dans ce mélange. Si par exemple elles voient des baskets avec les chemises ou une pile de linge toute tordue, etc. Il va y avoir un malaise intérieur parce que le schéma de référence est troublé. Et si elles ne reprennent pas elles-mêmes, si elles ne remettent pas comme ça devrait être, elles vont se sentir mal. Salut. Qu'est-ce qu'elle a, ta femme? Une bronte. Donc elles disent, écoute, tu laisses ça tranquille, c'est pas bien grave, je vais le faire moi-même. Et ça leur crée un calme intérieur. Mais c'est comme ça, petit geste après petit geste, que se reconstitue l'inégalité. Prête pour une vraie innovation Monster? 4, 3, 2, 1. Un beau corps, ça s'entretient toute l'année. Moi, je veux dire stop à mes rondeurs avant l'été. Et vous? Vous commencez quand? Des corps minces, jeunes et parfaits. Dans la ville, à la télévision, dans les magazines féminins, c'est un déluge d'images qui s'abat sur les femmes. Comment résister? Comment ne pas vouloir leur ressembler à tout prix? Et c'est Dove, une grande entreprise de cosmétiques, qui diffuse ce film pour lancer l'alerte. Un comble quand même. Parlez à vos filles avant que l'industrie de la beauté ne leur parle. Degré ultime du marketing malin ou cynisme absolu. Le marketing ou la publicité, ça dit toujours la vérité. Et là, la vérité qui est dite, c'est que depuis qu'elles sont nées, les filles sont en permanence bombardées par des injonctions normatives corporelles. Mais c'est vraiment l'idée de, plutôt que de message, l'idée de massage. Ce qu'alimentent toutes ces publicités, ces discours, ces rhétoriques, etc., encore une fois, c'est les filles, vous avez un corps, vous ne pouvez pas y échapper. Et ce corps, socialement, il est déterminant. On peut dire que l'industrie cosmétique du régime, etc., c'est des espèces de technologies de genre mis à disposition d'individus pour atteindre des objectifs dont tout le monde sait qu'ils ne sont pas atteignables. Et donc en fait, c'est un marché inépuisable. Donc là, on peut dire que c'est une extension du domaine du marché. Des images retouchées, fantasmées, fausses, qui disent ce qui est acceptable et valorisé. Des modèles inaccessibles? Qu'à cela ne tienne. La presse dite féminine est là pour donner toutes les recettes. Sois belle et consomme. 413 millions d'exemplaires vendus chaque année en France. Deuxième famille de presse après la presse TV, cet empire ne s'est jamais aussi bien porté. Truffés de publicité, les magazines féminins sont une mine d'or pour les annonceurs. De leur côté, comment les adolescents voient-ils les femmes des magazines? Ces élèves de terminale au lycée Turgot à Paris travaillent à décrypter les images. On met pas en avant ses capacités intellectuelles. On dit juste qu'elle est belle. Est-ce qu'on lui dit qu'elle est belle? Non, mais on lui dit d'être belle. Enfin, d'essayer d'être belle, de ressembler à l'image de la femme parfaite, toute mince. Le magazine s'adresse à un certain public, quoi. Celle-là, c'est pas fait pour mettre en avant les capacités intellectuelles de la femme ou pas. D'ailleurs, c'est des modèles, en fait, les femmes qui sont dans ces magazines. Et donc, je pense, moi, je sais pas, mais le lectorat, il cherche plus à prendre exemple sur elle, etc., quoi. Donc, c'est normal qu'elle soit belle et tout. Parce que sinon, les gens, ils vont pas acheter le magazine, quoi. C'est pour voir des physiques banales sur lesquelles on n'a pas envie de prendre exemple, je sais pas, quoi. Je trouve que un être humain, c'est pas que la beauté, c'est pas qu'une façade. Je veux dire, il y a pas que ça. Et si tu dis que ça se vendrait pas, que ça touchait un public, ça veut dire que tu veux dire que les femmes, tout ce qu'elles veulent lire dans leur magazine, c'est la beauté. Il y a rien d'autre qui les intéresse. C'est peut-être parce qu'on les a poussés à être comme ça, dans leur éducation et tout.
après c'est un cercle vicieux, parce que vu qu'elle s'intéresse à ça à la base, donc après, on va leur resservir ça dans les magazines. Ce qui va faire qu'à chaque fois, ça va tourner dans le même... S'il n'y a pas de rubrique politique ou professionnelle, la femme, elle est enfermée dans une image où elle travaille pas, où elle cultive sa beauté, il n'y a rien d'autre. On est quand même des femmes actuelles, on aimerait bien connaître ce qui se passe dans le monde, à part ce qui se passe à la maison. Le rôle de la femme, par exemple, la responsabilité par rapport à son enfant, et ça parle pas de l'homme aussi. Donc il y a peut-être une rubrique psychologique où faut qu'elle parle de son enfant, elle est plus responsable, mais il n'y a pas aussi, c'est la part de l'homme de faire telle ou telle chose, enfin, une équité. Il y a une distorsion à laquelle, en tout cas, les filles peut-être, ou les femmes sont plus sensibles, une distorsion entre leur image, celle qui est imposée sur le marché, effectivement, et puis ce qu'elles ressentent intérieurement comme aspiration. Après, je vais passer pour un macho et tout, mais j'ai remarqué quelque chose en vrai. Je pense que dans ces magazines, vous avez tendance à dramatiser tout, mais on dit plus aux femmes ce qu'elles veulent entendre, parce que d'ailleurs, tous les postes à responsabilité, c'est que des femmes. Si c'était clan contre clan, si vous aviez d'un côté le clan des femmes qui défend les droits des femmes et de l'autre côté le clan des hommes, ça se passe pas comme ça. Donc vous pouvez très bien avoir des femmes qui diffusent des stéréotypes féminins. Il y a une obsession de la femme en ce moment de vouloir, rattraper l'homme ou de faire les mêmes choses que l'homme. Mais si une femme, elle est convaincue qu'elle est capable de faire autant que l'homme il peut le faire, qu'elle le fasse tout simplement. Il faut arrêter de... Il faudrait lui donner les moyens de le faire aussi. Quand t'as rien, comment tu peux y arriver? Mais si toi tu veux croire à ces magazines, bien sûr, t'es pas obligé d'acheter. Qui dit que toutes les femmes, Un à la fin. On a des magazines qui offrent un aspect patchwork, c'est-à-dire qu'ils peuvent dire tout et leur contraire. C'est-à-dire, au fond, puisqu'on est dans ce type de monde, d'un côté, vous allez avoir des couvertures où c'est toujours les mêmes modèles, super minces, super jeunes, super, etc. Et puis, à l'intérieur, vous allez avoir des articles contre la dictature des régimes. Et ça dérange personne, hein. Mais ça apparaît pour ce que c'est, c'est-à-dire des ressources culturelles de coaching, des espèces de prothèses, hein, comme il y a du Prozac pour pas déprimer dans un monde où les injonctions à l'individuation, à l'authenticité, à la performance sont partout. Et donc vous allez trouver chez nous les ressources culturelles vous permettant au fond de survivre, d'avoir le sentiment que vous pouvez négocier des petites marges d'autonomie. Ce qui manque, c'est l'espace de la critique. Wow. Bombasse, mode d'emploi. La vraie bombasse, celle que toutes les autres détestent, elle est élégante, bien élevée, propre, belle, cultivée, cordon bleu et sexy. Un rêve inaccessible, il ne laissera plus quand vous aurez lu les précieux conseils des meilleurs spécialistes. Alors, au fond, la chose qu'on peut d'abord s'interroger, c'est pour quelle raison faudrait-il devenir une bombasse? Mais ça, la question n'est pas posée, dans le sens où les modèles est proposé et donné à voir comme étant les modèles à suivre. C'est comme si le modèle pour les femmes, et notamment les jeunes filles aujourd'hui, était celui de l'amante émérite. C'est-à-dire il y a cette idée, cette femme fatale qui est censée être constamment dans la séduction. Et là, il y a quelque chose qui se joue qui est légèrement dangereux parce qu'évidemment, les jeunes femmes, les jeunes filles sont dans la séduction, elles ont envie de plaire, mais les problèmes qu'il y a, à force de proposer les modèles de la bombasse comme amante émérite, on est en train de les conforter dans l'idée que pour pouvoir plaire, elles doivent se conformer aux attentes des hommes. Là où la séduction ne passe pas nécessairement et toujours par les regards de l'homme. On séduit parfois en étant soi-même, en se positionnant par rapport à l'autre comme soi, comme un sujet de désir, et non pas en faisant tout pour attirer les regards de l'autre, parce que sinon on reste rivé à ces regards, et quand ces regards n'arrivent pas, on a le sentiment de s'effondrer. Pour être une femme contemporaine pleinement épanouie dans tous les modèles, c'est impossible. Parce que les injonctions sont contradictoires. Parce qu'on ne peut pas être performant partout, etc. Et donc, la contrepartie de la charge mentale, c'est-à-dire cette injonction à la réalisation dans tous les domaines, c'est que de découvrir que c'est pas possible, et donc du coup de rentrer dans un système de culpabilité. Et d'ailleurs, les magazines féminins ne parlent que de ça, en disant « ne culpabilisez pas ».
Et donc, ils vont offrir des ressources de déculpabilisation. Mais encore une fois, la stratégie marketing est toujours la vérité. Pourquoi on dit autant aux femmes de ne pas culpabiliser? Parce qu'elles passent leur temps à le faire. Et pourquoi est-ce qu'elles passent le temps à le faire? Parce que c'est quasiment impossible de sortir du cadre des injonctions normatives qui font que on est sommé au fond d'incarner des figures sociales de la féminité qui sont totalement irréalisables. Pour moi, c'est important de travailler parce que je suis pas une maman faite pour rester à la maison. J'ai besoin de voir du monde, pouvoir apporter mes connaissances. Je suis pas faite pour rester à la maison. Alors ma mère était huissier de justice à la base et elle a laissé tomber son boulot justement pour mon père. Parce que mon père est banquier, on a beaucoup voyagé et du coup elle avait un cabinet privé et elle a dû le fermer. Donc justement j'ai pas envie de rentrer dans ce cliché de la femme qui laisse tout tomber pour le mari. Je pense que tu te poses pas la question aujourd'hui de si tu dois pas travailler ou si tu dois travailler, c'est presque obligatoire, tu dois travailler pour t'en sortir. Donc cette question-là, je me la suis pas posée. Disons que je m'intéresse d'abord à ce que je veux faire dans ma carrière et je pense qu'une fois que je serai stabilisée, je penserai avoir une famille. C'est d'abord réussir et ensuite voir quelque chose de stable, quoi. Être enfermé dans l'intimité de la maison n'est plus considéré comme le but suprême de la féminité par beaucoup d'hommes et par beaucoup de femmes. Les normes ont changé sur ce plan-là. Aujourd'hui, les femmes travaillent et elles ont des enfants. La France est d'ailleurs championne d'Europe de la natalité, mais pas pour autant la championne des modes de garde. Il manque en France 350 000 places de crèche, ce qui joue sur les carrières des femmes. Les 2/3 des enfants de moins de 3 ans sont gardés à la maison. Donc là, vous avez au moment de la naissance un très gros choc sur la carrière féminine qui va ensuite se sentir tout au long de la carrière. Alors, d'une part, c'est vrai que les femmes sont un peu moins disponibles parce que tout leur retombe dessus. C'est elles qui prennent en charge la plupart des tâches domestiques et familiales. Mais il y a aussi les entreprises qui se disent ça et qui se disent « Oh là là, voilà une femme, je ne vais pas la mettre sur des postes à responsabilité parce qu'elle risque d'être moins présente, parce qu'elle risque d'avoir des enfants ou parce qu'elle a des enfants. » Lorsque l'enfant vient, la discrimination, là, elle monte d'un cran. Ça, les inspecteurs du travail, ils vous le diront tous. Une des plaintes principales déposées par les femmes, c'est au retour de leur congé de maternité, elles perdent leur poste de travail, elles perdent leur dossier, elles perdent un certain nombre de choses. On leur fait payer la maternité. La maternité se paye cher en termes de travail. Et ça, c'est pas souvent dit, mais on le constate dans toutes les professions. Donc, arrivée d'un enfant, 40% des femmes ont un changement professionnel l'année qui suit. Ou bien elles réduisent leur activité, ou bien elles arrêtent leur activité, ou bien elles changent de poste. 6% des hommes. Quand on a des horaires décalés, des horaires atypiques, comme les miens, c'est-à-dire commencer très tôt, à partir de 3h, 4h, 5h, des horaires de nuit, samedi, dimanche et jour férié, c'est très difficile de trouver un mode de garde adéquat. J'aurais pu avoir la possibilité, pourquoi pas, trouver une nourrice qui me la garde jusqu'à 18h le soir, puis trouver une autre personne qui me la garde jusqu'à 9h30, 10h le soir, puis une autre pour le samedi. Mais à ce moment-là, ça ne me sert plus à rien de travailler parce que là, c'est plus que notre salaire qui doit partir. Non seulement les femmes travaillent, mais de plus en plus à contretemps, tard le soir, tôt le matin, le week-end. Qui garde les enfants quand les femmes travaillent ? Une seule crèche est ouverte jour et nuit, 24 heures sur 24 en France, c'est Babylou à Chanteloup-les-Vignes. Et même après 15 ans d'expérience, Babylou doit se battre pour continuer à fonctionner, pour convaincre que cette crèche répond bien à un vrai besoin. Pendant un an, je me suis servie de mes amis, parce que je n'ai pas de famille dans les parages, qui me la gardaient tous les jours où je travaillais. Donc c'était du bidouillage, de l'arrangement. Et donc d'avoir connu Babylou, ça m'a permis de continuer à travailler. C'est aussi simple que ça. Si j'avais pas été à proximité de Babylou, je pense que je ferais autre chose, voire je ne serais même plus sage-femme parce que j'aurais pas pu continuer à avoir
de tels horaires étant en plus toute seule avec ma fille. Dans mes parcours professionnels précédents, on m'a souvent dit, tu choisis. C'est ta carrière ou tes enfants. Et ça, c'est impossible. C'est impossible de choisir ça. Donc moi, j'ai dit, écoutez, je vais m'occuper des modes de garde, je vais régler cette question, puis après, je reviendrai. En fait, je suis pas revenue, parce que ça fait 10 ans que je m'occupe de ça, et c'est passionnant. Anne-Carine Stocchetti était trader à la Bourse de Paris quand elle a décidé de changer de vie. Installée à Vannes, aujourd'hui, elle est devenue entrepreneur de mode de garde. Anne-Carine a mis en place une structure inédite, une crèche ouverte la journée et des auxiliaires de puériculture qui se rendent au domicile des parents qui travaillent tôt le matin ou tard le soir. Évidemment, il a fallu batailler ferme. Sur un territoire, on ne se pose aucune question pour faire une route ou pour faire un rond-point. On se dit, une route, elle va permettre l'acheminement des biens et des personnes. Personne ne remettra jamais en cause le fait que nous créions une route sur un territoire. Lorsqu'on met une crèche en place ou un système d'accueil, on se pose plein de questions qui sont liées à nos représentations, alors que finalement, la crèche fait exactement la même chose. La crèche, elle permet à des personnes de pouvoir travailler, donc elle va permettre la circulation aussi des savoirs professionnels, elle va permettre tout ça. Donc une crèche, c'est un petit peu rapide comme analogie, mais entre une route et une crèche, il n'y a pas très loin. Alors pourquoi on irait réfléchir autant sur la crèche alors qu'on ne se pose aucune question sur la route ? Aujourd'hui, c'est vrai que les représentations ont la vie très dure et c'est encore très difficile de se dire que les femmes travaillent, que les parents travaillent, parce que c'est vrai que la question de la femme qui travaille, elle dérange encore un peu. La femme qui n'est pas auprès de son enfant quand il est tout petit, ça dérange beaucoup. Ce qui est étonnant, c'est qu'on continue à centrer l'enfant sur la mère, alors que les recherches dont on dispose sur les besoins d'un enfant, y compris un bébé, et sur ses capacités précoces, montrent qu'un bébé est capable d'attachements multiples, très tôt, et d'attachements différenciés. Les enfants sont capables de s'attacher à des personnes tout en sachant très bien qui est la mère, qui est le père, qui sont les grands-parents et qui sont l'assistante maternelle ou l'auxiliaire de puériculture qui s'en occupe en collectivité. L'enfant ne s'y trompe pas, mais la société s'y trompe encore. S'il te plaît. Dans la famille, je demande le père. Les pères changent et la pub l'a bien remarqué. Papa. Comment ces nouveaux pères apparaissent-ils dans la publicité ? Je vais te poser là. Décryptage. Et te retirer ta couche. Un père porte son enfant, son bébé dans les bras. Il porte un sac, genre sac d'ordinateur, il est en costard et cravate. Genre, il revient du travail. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui s'occupe de ces affaires-là en étant tout simplement à la maison. Il faut absolument l'enraciner dans un univers de travail, un univers professionnel qui est une marque de masculinité. Deuxième élément de protection, changer les couches, c'est un truc de fille. Et pour éviter que ça efféminise trop, on va sursignifier la virilité. Et donc là, on est entre hommes, on pisse très loin, on éjacule très fort. Donc plein de marqueurs qui disent que, ok, on fait un truc de fille, mais on reste des garçons. Un père qui change son enfant, c'est de la science-fiction. Et ça demande des effets spéciaux de type cinéma, film d'action, film de science-fiction, etc. Et ce qui vient conclure l'affaire, c'est la réponse contre les fuites. Ça veut dire que c'est pas lui qui a acheté les couches, et c'est la première fois qu'il les change, puisqu'il découvre que la technologie des couches a tellement changé qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte, avec des trucs pareils, ils sont capables de trucs de dingue. Voilà, donc pour bien signifier que, encore une fois, on est dans l'exceptionnalité. Et que celui qui a acheté les couches, c'est la mère qui sait que les fuites, c'est un problème et qu'il faut absolument des produits qui gèrent ce problème. Tandis que lui, il découvre tout ça. Les nouveaux pères, c'est vraiment pas des histoires.
Et puis les hommes, c'est pas les enfants simplement pour jouer avec les enfants quand ils ont 4-5 ans, c'est même le rapport au bébé, changer les couches et tout ça. Il y a vraiment un désir nouveau, un changement de comportement. Ils ont même le feeling avec les mômes de manière étonnante, parce qu'ils ont très facilement le contact, ils jouent avec les enfants comme des enfants. Ça peut agacer plus tard d'ailleurs les femmes qui ont le désir d'avoir un homme qui reste une référence d'autorité dans la famille, etc., et qu'ils voient comme un deuxième ou un troisième gamin. Je m'appelle Marc Villarraza, j'ai 34 ans et un bébé de 10 mois. C'est vraiment une expérience qu'on peut dire qui a bouleversé ma vie et qui l'a fait aussi changer un peu quelques paramètres de qu'est-ce que c'est important et qu'est-ce que c'est moins important. Marc Villarraza est un de ces nouveaux pères qui veulent une vraie relation avec leurs enfants, ce qui implique de travailler différemment. Moi, j'étais surpris auparavant, dans mon passé professionnel, que je n'avais aucun père de famille qui disait « Écoutez, je dois partir, mon enfant est malade ». Donc, au départ, je me suis dit « Peut-être les enfants des autres ne sont jamais malades ». Dorénavant, je ne souhaite pas organiser des rendez-vous à la première heure s'il y a des personnes de Provence qu'ils ne peuvent pas y accéder facilement. Je ne souhaite pas organiser des rendez-vous interminables le soir, sachant qu'il y a des personnes autour de moi qui ont une vie familiale. Je pense qu'il est entré dans nos valeurs, et quand on dit valeurs, c'est quelque chose qui pour nous c'est important. C'est quelque chose qui pour nous c'est... Donc de ne pas rater ces années-là, pas rater ces moments-là que je pense que sont tout à fait compatibles avec la vie professionnelle. 2 pères cadres sur 3 aspirent à mieux conjuguer travail et paternité. C'est ce qu'on découvre dans une étude sur ces nouveaux pères managers trentenaires menée par le cabinet Équilibre. C'est encore tabou pour un homme de prendre un congé parental, de demander un temps partiel pour s'occuper de ses enfants, de demander un poste un peu moins rémunérateur ou un peu moins ambitieux pour avoir du temps pour sa famille. Donc oui, il faut du courage pour demander cette chose-là. Et ces choses-là, elles ont été mises en place par les entreprises pour les femmes. D'abord, pas pour les hommes. Ces hommes qu'on a rencontrés entre 30 et 40 ans, ça va être les dirigeants de demain. Donc des dirigeants qui auront déjà pris un peu conscience du problème. Et donc les choses doivent changer par le haut. C'est pour ça que j'ai toujours travaillé sur les dirigeants et cadres dirigeants, parce que je pensais que la société ne changeait pas par le bas, mais elle changeait par le haut. Et quand on verra des exemples d'un patron de 45 ans ou 50 ans qui dit « Bon, moi aujourd'hui je m'en vais parce que mon enfant est malade et je le garde », eh bien tout va se décliner forcément dans la hiérarchie en dessous. Lisez plutôt Le Parisien. Il est utile au quotidien. Il y a bien ancré dans la société l'idée que les hommes seraient plutôt là, c'est le chasseur, pour ramener l'argent, le male breadwinner, c'est comme ça qu'on a l'habitude de l'appeler, et puis que la femme, elle est là, c'est plutôt la gardienne du foyer, celle qui doit s'occuper des enfants. Je pense que la société, elle ne s'est absolument pas adaptée à la révolution de l'activité féminine. Elle ne s'est pas adaptée. À partir du moment où on voyait que les femmes voulaient travailler et étaient en train de rentrer massivement sur le marché du travail, je crois qu'il aurait fallu tout repenser. C'est-à-dire repenser l'organisation du travail dans l'entreprise, repenser nos modes de garde, repenser à l'intérieur de la sphère privée le partage des tâches. Voilà, tout repenser. Et on l'a absolument pas fait parce que je crois que la société française n'était pas prête à avoir ce grand débat et n'était pas prête à aller dans le sens que nous souhaitons, c'est-à-dire d'un vrai partage de tous les types de responsabilités entre les hommes et les femmes. Plus de parité, de mixité, c'est une des priorités de la société suédoise. Et ça se voit.
Le gouvernement suédois, par exemple, compte autant de femmes que d'hommes. Les pères sont vivement encouragés à prendre un congé parental. Et ça commence dès la maternelle. Alla tjejer, är ni klara? Ingeborg Bergvall est institutrice à l'école de Trödje, au nord de Stockholm. Elle invite les enfants à se libérer des rôles que la société attend d'eux. Montre-moi tes muscles. Waouh! Tu tiens le marteau comme ça. Bravo, tu y es. Allez, vas-y. Elles ont des muscles qui leur sont très utiles. Ça, on en a bien conscience. Mais on veut aussi qu'elles soient fières de leurs muscles et de leur corps, qu'elles osent prendre toute leur place dans la société d'aujourd'hui. Dans les écoles suédoises, on invite les filles à s'affirmer, à s'exprimer et les garçons à rentrer en relation autrement. C'était agréable? C'est une bonne manière de montrer aux garçons qu'ils peuvent avoir un autre type de contact physique avec leurs amis. Il y a vraiment très peu de bagarres entre eux ici. On ne veut pas en faire des filles, on ne veut pas créer un troisième sexe ou je ne sais quoi. On veut juste qu'ils fassent de nouvelles expériences. Je constate que les garçons sont plus gentils, ils sont plus tendres et ils s'occupent les uns des autres. Et je vois que les filles prennent plus de place et qu'elles pensent plus à elles-mêmes. Oui, c'est ça. Tu t'appelles Madeleine. Et moi, je m'appelle Ingeborg. Ça, c'est un bon exemple. Elle ose. En France, ce qui semble encore aller de soi, ce qui semble naturel, c'est encore ça. Les garçons sont des bricoleurs nés et les filles sont douées pour le ménage. Avec mon super mixeur, je te fais mouiller. L'assiette magique se vide. Magie! Et je mets dans le... Et nous l'avons à tel point incorporé que ces différences nous semblent inscrites dans nos gènes, dans notre cerveau. On sait aujourd'hui, grâce au progrès de l'imagerie cérébrale, que c'est faux. Non, les femmes n'ont pas le gène du rose, des courses ou du repassage. Les neuroscientifiques ont découvert la principale qualité du cerveau, sa plasticité. Au gré des apprentissages, des interactions, le cerveau des hommes et des femmes se transforme. Nous avons tous des cerveaux différents, qu'on soit homme ou femme. Et très souvent, les différences entre les cerveaux des individus d'un même sexe sont plus importantes que les différences entre les sexes. À la naissance, le petit bébé humain naît avec un stock déterminé de neurones, ils vont cesser de se multiplier, mais seulement 10% des connexions entre les neurones sont présentes à la naissance. Et les 90% vont se faire ensuite, c'est-à-dire en fonction de l'environnement dans lequel baigne l'enfant, et c'est toute l'influence de l'entourage, de la famille, de l'école, qui vont faire que progressivement, le cerveau du petit enfant va se construire, et progressivement, il va s'identifier au modèle qui est donné par la société, qui est le modèle du masculin et du féminin. Au moment de l'échographie, on dit c'est une fille, c'est un garçon. On a l'impression que quand on dit ça, c'est descriptif. Ça veut dire il a une bite ou il n'en a pas. Enfin, mais c'est plus que descriptif. En fait, quand on dit c'est une fille, c'est un garçon, ce qu'on veut dire, c'est petit être qui ne demande rien, nous allons faire en sorte que tu deviennes une fille, une vraie. Petit être qui ne demande rien, nous allons faire en sorte que tu deviennes un garçon. Donc ça veut dire qu'en disant ça, on annonce, on ne décrit pas un corps, on annonce un programme.
Rares sont les parents qui vont habiller leur petit garçon tout en rose. Voilà. Et pourquoi ? Parce que ça montre bien que on n'est pas seulement dans la différence. A priori, le rose c'est différent du bleu, le jaune c'est différent du vert, d'accord ? Mais le jaune c'est différent du vert. Le jaune c'est pas supérieur au vert, d'accord ? Ce sont simplement des couleurs différentes. Mais dans les questions de sexe, il n'y a pas seulement une différence, c'est une différence qui est hiérarchisée. C'est-à-dire que le bleu, qui signe le masculin, c'est supérieur au rose. Quand on met du rose, on est gnagnin. Donc très tôt, les enfants se perçoivent bien ces différences qui leur sont présentées et vont apprendre très vite à se comporter comme un garçon ou comme une fille, à vouloir ce que veut un garçon. À Noël, ils apprennent à vouloir plutôt des camions ou plutôt des poupées. Je caricature à peine. C'est pas quand même dans les chromosomes, ça, d'aimer les poupées ou d'aimer les camions. Les parents élèvent les bébés différemment. Il y a plein d'observations qui le montrent. Les parents ne sont pas toujours conscients. Par exemple, les pères, surtout les pères qui font la différence entre les garçons et les filles d'ailleurs, les pères vont manier leur bébé garçon avec plus de vigueur. Ils vont le faire sauter en l'air, ils vont l'emmener avec eux, ils vont susciter son comportement moteur. Alors qu'avec les filles, on va beaucoup plus les stimuler pour parler. C'est une des raisons qui font que les filles apprendront plus vite à bien parler et à lire. Donc par exemple, il y a des travaux qui montrent qu'à 7-8 ans, un petit garçon fait bien plus tôt, bien mieux en tout cas qu'une petite fille, le plan de son quartier. On l'envoie à l'école tout seul, bien plus tôt. Donc il va maîtriser l'espace plus tôt. C'est pas dans les gènes, on le voit vraiment très bien se mettre en place. Il y a d'ailleurs des pays, très lointains, comme les Esquimaux, où on n'observe pas ça du tout, ce qui montre bien que c'est pas génétique. Parce que chez les Esquimaux, il faut que tout le monde se débrouille. Les contraintes pour survivre sont tellement fortes que même les filles doivent s'y mettre. Je suis une fille. Je suis une fille. Un garçon. Une fille. Un garçon. Une fille. Les garçons, ils ont pas très souvent les cheveux longs. Et le rose, c'est plutôt pour les filles ou... Ils sont pas habillés en rose. Je sais pas... Poupées, tout ça. À mon avis, elles sont plus sensibles. Les filles choisissent des jeux plus calmes. Quelque chose de romantique, voilà. Mais il y a plutôt les filles sont bavardes et les garçons lancent des élastiques. Pompier, c'est un peu pour les garçons. Les garçons, ils sont plus pour ça parce que ils risquent plus leur vie, je pense. Produits de beauté, c'est un peu plus pour les filles. Je suis une fille. Un garçon. Est-ce que je suis une fille ? Enfin, je crois. Se construire comme un garçon, comme une fille, c'est une étape primordiale dans le développement d'un enfant. Mais en intégrant quel modèle du masculin, quel modèle du féminin ? Anne Daflon-Novelle s'est intéressée aux livres pour enfants. Comment font les enfants pour comprendre qu'une poupée, par exemple, c'est un truc de fille ? Eh bien, les enfants vont se baser sur l'observation. Ils vont pas se baser sur l'observation uniquement de ce qui se passe dans leur cadre privé ou familial, c'est-à-dire ce que fait papa ou ce que fait maman, ou bien à la crèche, les petits copains, les petites copines, mais ils vont aussi se baser sur l'observation de ce que font les garçons, les filles, les hommes et les femmes dans tout ce qui est représentation de la réalité, c'est-à-dire la pub à la télé, les livres pour enfants, les manuels scolaires, les catalogues de jouets, etc. Eh bien, on va voir que les filles sont essentiellement insérées dans un univers privé. On va les voir le plus souvent à la maison, en compagnie de papa, maman, ou bien de jeunes frères et sœurs. Et effectivement, c'est des jeunes frères et sœurs, c'est pas pour rien, parce qu'avec ces jeunes frères et sœurs, elles peuvent à loisir exercer des tâches domestiques ou maternantes. Si on regarde du côté des garçons, eux sont beaucoup plus insérés dans un univers amical, donc on va les voir avec des copains, des copines, plus souvent à l'extérieur, ils sont déjà beaucoup plus actifs, ils font beaucoup plus de choses, et deux activités sont réservées, j'ai envie de dire, en tout cas statistiquement parlant, aux garçons dans les livres pour enfants, c'est le sport et les bêtises.
les livres pour enfants, ce sera quasi toujours marqué que papa travaille. C'est rarissime, et je pèse mes mots, de trouver la représentation d'une maman qui exerce une activité professionnelle rémunérée. Les mères dans les livres pour enfants ne travaillent pas. Au bout d'un moment, le papa dit « c'est fini, va chercher ta mère » et François court à toutes jambes chercher sa maman et crie « Maman, maman, viens voir !» Et là, on voit maman qui est en train de faire la vaisselle à la main pendant que son fils vient la chercher. Il y a une chose qui est frappante, le lave-vaisselle n'a pas du tout fait son entrée dans les livres pour enfants. Maman fait toujours la vaisselle à la main. Avec un tablier, bien entendu. La prise en compte de l'évolution du rôle de la femme, donc avec le fait simplement que maintenant, la femme a des activités professionnelles nettement plus importantes que par le passé, cette évolution-là, elle n'a absolument pas été prise en compte. Dans la cour de récréation, les rôles sont bien répartis. Les filles, dont on attend qu'elles soient polies, dociles, jouent tranquillement entre elles sur les côtés. Les garçons, eux, investissent tout l'espace. Ils se bousculent, ils se lancent des défis, ils explorent. Sur leurs notes, leurs résultats scolaires, filles et garçons n'ont pas le même regard. Ils ne se perçoivent pas de la même façon. Les filles peuvent toujours mieux faire. Si vous prenez ceux qui sont au-dessus de 16 sur 20, 100% des garçons s'estiment excellents, mais pas 100% des filles. C'est-à-dire qu'à note égale, si vous voulez, entre 16 et 20, qui sont vraiment des très très bonnes notes, une partie des filles ne s'estiment pas excellentes, et s'estiment même souvent en dessous, médiocre, déjà. Je suis contente, mais j'ai trouvé que cette année, j'ai un peu baissé parce que j'étais un peu plus feignante au niveau des devoirs. Je pense qu'en fait, je suis ni très bonne, ni pas du tout bonne. Donc je pense que je suis au milieu. Je suis bien. Je suis un peu comme tout le monde. Je suis bien placée. Je me sens à l'aise. Faut que j'aille un peu plus... faut que je travaille plus pour avoir une meilleure moyenne. Bien, mais je pourrais faire mieux, en fait. Ça me dit ça, quand je suis au milieu. Au premier trimestre, j'ai eu 15. La moyenne de la classe était sur 15. J'avais 16,5. 15. Je suis pile la moyenne de la classe. C'est un résultat qui doit faire réfléchir, parce que ça implique que la confiance en soi est inégalement distribuée selon les genres, et que les filles souffrent beaucoup de manque de confiance en elles-mêmes, ce qui les incite à prendre la tangente. Elles anticipent en quelque sorte dans leurs orientations universitaires le double rôle qu'elles devront jouer dans la vie, c'est-à-dire à la fois professionnelle et maternelle, familiale, etc. Bon, disons que mon point faible pour ce poste, c'est d'être une femme. Donc une pondeuse, qui sera enceinte tous les 2 ans, qui devra être rentrée chez elle à 19h pour s'occuper de ses mômes, et qui vous fera un procès pour harcèlement sexuel quand vous lui pincerez les fesses à la photocopieuse. En revanche, l'avantage, c'est qu'à travail égal, vous allez me payer 30% de moins qu'un homme. Mais bon, on dépense l'argent tellement moins bêtement que vous. Je me vois en tant que volcanologue, et plus particulièrement au départ volcanologue donc de terrain, à travailler dans un observatoire. Puis par la suite, travailler beaucoup plus donc en recherche, donc ça serait un poste d'enseignant-chercheur. Et je me vois aussi bien mariée avec des enfants, mais ça va être un peu dur de combiner, en tout cas au départ, tout ça. On va essayer. Moi, je voudrais faire commerce international justement pour pouvoir être en contact avec des gens. Mais voyager, pas forcément. Dans le commerce international, bien sûr, il y a des postes où le voyage, ça fait partie du boulot. Mais et là, c'est vrai que par rapport à la position de femme, on a peut-être moins tendance à laisser sa maison avec les enfants et puis le mari tout seul. Les filles réussissent mieux à l'école, mais elles se projettent dans des carrières moins ambitieuses. Elles ont intégré qu'elles vont prendre en charge la maison et les enfants, elles anticipent et donc elles se limitent. Ce sont les femmes la variable d'ajustement, c'est-à-dire que ce sont les femmes qui doivent
supporter les deux rôles, qui sont tiraillés, ou bien elles éprouvent des difficultés de conciliation, ou bien elles se retirent de l'emploi, ou bien elles vivent d'allocations, et c'est ce qui explique aussi qu'elles soient surreprésentées dans les très faibles salaires ou parmi les allocataires de minima sociaux. Donc là, il est là aussi le gâchis. Donc l'inadaptation de la société, ça fait que ça pèse sur les femmes, et c'est en même temps un gâchis collectif énorme. Les femmes qualifiées patientent aux portes des états-majors des entreprises. Les femmes non qualifiées sont massivement en bas de la pyramide sociale. En 1993, en pleine récession économique, les pouvoirs publics décident de favoriser le développement du travail à temps partiel. Aujourd'hui, 82% des emplois à temps partiel sont occupés par les femmes, qui touchent de faibles salaires et percevront de faibles retraites. Actuellement, le montant des retraites des femmes est de 38% inférieur à celui des hommes. Une femme à temps partiel sur 3 souhaite travailler plus. On a aujourd'hui des centaines de milliers de femmes qui sont en sous-emploi, qui travaillent moins que ce qu'elles voudraient, qui travaillent sans parvenir à gagner leur vie. Quand on gagne le SMIC et qu'on est à mi-temps, on a quoi comme salaire? On a un demi-SMIC, c'est-à-dire qu'on travaille en ayant pour salaire un revenu qui ressemble à un revenu de l'assistance et pas un revenu du travail. Et ça, c'est quelque chose de très choquant. C'est pour ça que je dis c'est un sale coup qu'on a fait aux femmes. On a menti. On a menti aux femmes en leur disant voilà, on fait ça pour vous. D'ailleurs, on ne disait pas on fait ça pour les femmes parce que ça aurait été sexiste. On disait ça, on fait ça pour la conciliation, pour les parents. En France, 30% des femmes sont à temps partiel, 6% des hommes. Donc, il faut arrêter de dire que ça concerne tout le monde. Depuis l'arrivée du temps partiel, les inégalités salariales ne se réduisent plus. Les femmes sont toujours payées en moyenne 25% de moins. Pourtant, les lois ne cessent de le rappeler, à travail égal, salaire égal. La première loi date de 1972, puis en 83 la loi Roudy, en 2001 la loi Génisson, enfin celle du 23 mars 2006. Toutes ces lois viennent renforcer le principe de l'égalité salariale. Mais proclamer un droit ne suffit pas. Le 8 mars 2008, le président Sarkozy faisait une promesse solennelle. J'ai dit aux partenaires sociaux qu'on leur donnait jusqu'en 2009, Christine, pour trouver une solution. Il faut bien prendre au sérieux ce que j'ai dit. À partir de 2009, je ferai voter par le Parlement des sanctions financières. Cette année, la question des sanctions a disparu des agendas politiques. Les inégalités salariales ne sont plus une priorité. Une femme sur 3 a le sentiment d'avoir été victime de discrimination au travail. C'est ce qu'affirme un sondage de la HALDE, et pourtant, les procédures sont rares. Annie Bouchon, elle, a osé. Son employeur vient d'être condamné à lui verser 35 000 € de dommages et intérêts pour rattraper une carrière qui n'a pas décollé au même rythme que ses collègues masculins. Annie Bouchon travaille chez Hispano Suiza. Elle y est arrivée en 78 comme dactylo, puis elle a gravi les échelons et elle est devenue technicienne commerciale. Mais son salaire reste toujours moins élevé que celui des hommes avec qui elle travaille. J'ai accepté la discrimination puisque j'avais eu des enfants, j'avais travaillé à temps partiel, donc pour moi c'était un peu naturel. Et puis jusqu'au moment où vous dites non, quand même, il faut arrêter. Il y a des lois, il y a des accords d'entreprise avec les partenaires sociaux. Les femmes ont en elles ce sentiment d'injustice-là. Elles savent qu'elles n'ont pas bénéficié des mêmes opportunités que les hommes. Elles savent que les hommes leur passent devant quand il s'agit de promotion, quand il s'agit d'augmentation. Ce qu'elles ne savent pas faire, c'est transformer ce sentiment d'injustice en une action positive, du moins jusqu'à présent, en une action positive pour en solliciter la réparation. Alors la justice a reconnu que j'étais discriminée parce que j'étais une femme et que j'avais eu une évolution de carrière beaucoup plus lente que les hommes, que mes collègues masculins. C'est un combat qui est long, qui est dur, et il faut préparer un bon dossier et être sûr de vous, être sûr de votre combat, aller jusqu'au bout. Continuer la bataille, jamais fléchir.
Il y a 20 ans, il y a 30 ans, on pouvait se dire, bon, il y a un retard, là, les choses vont changer. Hein. Il y a plus de femmes diplômées, il y a plus de... Donc ça va s'arranger, naturellement, en quelque sorte. Je crois qu'on a assez de recul aujourd'hui pour dire que si on ne fait rien, il ne se passera rien, et qu'il n'y a aucune pente naturelle vers l'égalité. Seules des mesures volontaristes, pourront faire bouger les choses. Quand on travaille sur l'épanouissement des carrières de femmes, c'est l'entreprise accueillante, l'entreprise intelligente, l'entreprise qui a compris les ingrédients et qui sait que c'est particulier, les carrières de femmes. C'est pas plus, c'est pas moins, c'est particulier. Et puis, c'est les femmes elles-mêmes qu'il faut prendre à part en formation, en coaching, en réunion sympathique de réseau, tout simplement parfois, pour échanger sur les bonnes pratiques, démonter les tabous, démonter les mythes, permettre de rencontrer une multitude de femmes un peu plus seniors qui expliquent, carte sur table, comment elles ont fait, chacune de multiples façons, et qui rassurent sur le fait qu'il y a plein de façons possibles d'y arriver. Pour plus de mixité et d'égalité, certaines entreprises se sont mises au travail. Se faire aider par un mentor pour progresser dans sa vie professionnelle, être coaché, ce sont quelques-uns des outils proposés par Accenture. Ici, on veille à ce que les interruptions, les congés de maternité ne pénalisent pas les carrières des femmes. Et on fait attention aux missions sur lesquelles elles évoluent afin qu'elles s'épanouissent et qu'elles soient visibles. Alors, on n'en a pas trop parlé, mais à chaque fois quand on posait la question et le mentoring, etc., qu'est-ce que vous en pensez? Effectivement, j'aimerais bien être coachée, mentorée par une personne. On commence dès maintenant la vigilance sur les candidates dirigeantes, de façon à faire un examen tout de suite de la liste des candidates plausibles. Il ne s'agit absolument pas de discrimination positive, il ne s'agit absolument pas de quota, il s'agit de regarder à talent égal, quand on donne une bonne opportunité, si le candidat explose et si le candidat est spectaculaire. C'est aussi bête que ça. Après, homme, femme, que le meilleur gagne. Et c'est votre job à vous de faire que les meilleurs, eux, gagnent aussi. Faire grandir les femmes pour les bonnes raisons sur la durée, c'est ne jamais lâcher le sujet en route, ne serait-ce que 6 mois. Et c'est sans arrêt s'assurer, entité par entité, service par service, que les femmes sont en bon endroit, prendre le pouls de la population, aller mesurer tout simplement les progrès qui sont faits en termes d'épanouissement de carrière et se remettre au travail régulièrement. C'est bien pour ça que chez Accenture, c'est tous les mois que l'on se réunit en comité de pilotage. C'est bien pour ça qu'on y passe 2 heures par mois, tous les mois depuis 8 ans, et qu'on n'est pas prêt d'arrêter, malgré les progrès, entre dirigeants pour garder le sujet au centre. Un instant de baisse d'attention, et ça dérape. Les entreprises qui sont plus équilibrées au niveau du genre, surtout dans leurs instances dirigeantes, au niveau de leur conseil d'administration et au niveau de leur COMEX, ont des résultats financiers meilleurs que les entreprises qui n'en ont pas. Les meilleures entreprises de la planète ont l'air d'avoir plus de diversité dans leur haut lieu. Et pas seulement la diversité de genre, mais d'autres diversités aussi. Je pense qu'on sait tout, toutes les pièces sont sur la table. Moi, je cherche quel est le bon argumentaire. Alors, on peut développer un argumentaire en termes de justice. On peut dire, c'est pas juste quand même, mais ça marche pas du tout. On peut développer un argumentaire, mais en termes économiques. C'est ça qui a marché. Hein. La Commission européenne et l'OCDE, depuis quelques années, disent « Ah, il faut que les femmes travaillent, allons-y, allons-y ». La stratégie de Lisbonne a dit « Il faut que un taux d'emploi de 60% des femmes ». Alors là, tout le monde se met à ramer, les pays européens. Oui. Clé de la croissance. L'emploi des femmes comme clé de la croissance. Quand vous dites ça, les gens entendent. Le mode argumentaire pour moi, c'est de dire nous sommes des êtres humains, certes nous sommes différents, mais nous avons absolument tous droit à l'accès à l'emploi et à l'accès à toutes les tâches qui font de nous des êtres humains. Donc tout le monde doit avoir accès à ce qui fait de nous des êtres humains. Et les mesures à prendre ne manquent pas. Il suffit de s'inspirer de ce qui se passe ailleurs. Imaginons que les pères aient plus de temps pour leur enfant, comme en Islande ou en Suède. Imaginons que chaque bébé ait une place garantie en crèche, comme au Danemark. Imaginons que 40% des femmes soient dans les conseils d'administration, comme en Espagne ou en Norvège.
si l'on veut que les responsabilités soient réellement partagées entre les femmes et les hommes, si l'on ne veut plus gâcher les talents, alors il faut s'emparer de cette question avec une vraie volonté politique. Et que cela devienne une priorité. Les femmes, elles y sont prêtes. Thank you.